19h dans nos studios. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. Bonsoir, c'est l'heure du grand rendez-vous et nous démarrons avec les prévisions météorologiques. Quel temps fera-t-il demain? On le découvre avec la météo. Voilà, la carte postale nous emmène ce soir dans la vallée de l'Ouémé, plus précisément dans la commune de Dangbo. Je vais y arriver. Bonsoir aux populations de Dangbo et à toute la population de l'Ouémé. Au menu de ce grand rendez-vous, nous avons 4 rubriques. Le réseautage au profit du secteur agricole dans le but d'améliorer la productivité. C'est bien possible, mais cela ne se fera pas sans certains préalables. On en parle dans le monde agricole avec Marcel Betoro et son invité. Chaque personne a ses atouts et ses faiblesses, même s'il n'est pas toujours évident de se révéler aux autres. Il existe des pistes de solutions pour développer ses talents. L'expert de ce soir, coach de par sa formation, nous en parle. Sur ce plateau, la série sur le blogging se poursuit. En quoi le blogueur peut-il être utile à la société? On y répond dans un instant sur Autant Savoir. L'endométriose est un mal avec beaucoup de douleur pour ceux qui en souffrent et ce n'est pas habituel, mais une patiente a bien voulu partager son vécu de cette maladie et son expérience également avec nous. Ce sera dans Nature et Bien-être. Et rassurez-vous, le rendez-vous du journal ne sera pas manqué. Nadège Soni est d'ailleurs déjà là et bien présente pour la présentation des titres. Bonsoir Nadège. Bonsoir Agnat Bello. Comment vous allez ce soir? Très bien Agnat, et chez vous? Le noir vous va à ravir. Merci Agnat Bello. On vous laisse pour la présentation des titres et on se revoit juste dans un instant. Merci à vous Agnat Bello. Les infrastructures routières sont détruites fréquemment dans les villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Le phénomène est plus inquiétant à Godomé où une équipe de la rédaction est allée faire le constat. Les détails sont à suivre dans cette édition du soir. Parlant toujours de la route, on s'intéresse au permis de conduire pour les engins à 2 ou 3 roues. Bon nombre de ces conducteurs ignorent encore l'utilité de cette pièce. Nous avons recueilli l'avis de quelques usagers de la route sur le sujet. Pour finir, on parle du réseautage dans le monde agricole. Quels avantages les agriculteurs peuvent tirer de ce concept? On en saura un peu plus à 19h45. On prend rendez-vous donc avec vous, Nadège Soni. En attendant, le premier plateau du grand rendez-vous peut s'installer, le monde agricole. Le monde agricole ce soir s'intéresse à la place du réseautage dans le secteur agricole. Mais avant qu'on ne reçoive Marcel Betoro et son invité, nous allons d'abord suivre ce commentaire.
Mettre en réseau les différents acteurs du monde agricole est l'une des stratégies de développement durable de ce secteur. Elle permettra d'harmoniser les réflexions aussi bien entre partenaires locaux qu'étrangers. À travers ce système de réseautage, les acteurs du secteur agricole béninois pourraient se doter de techniques culturelles intégrées et d'un circuit de commercialisation adéquat pour un investissement rentable. Ceci grâce à un système de concertation et d'apprentissage auquel ils auraient largement participé. Les commerçants des produits agricoles, transformateurs ou agrobusinessmen vont alors pouvoir juger de la valeur du produit disponible avant même de l'avoir vu. Toutes ces conditions établies, la société civile et le secteur privé auront toutes les raisons de consommer et de faire la promotion du Made in Bénin. En d'autres termes, la technique de réseautage dans le secteur agricole serait une solution pour plusieurs problèmes. Voilà, et comme on est toujours à la quête des solutions pour améliorer notre rendement agricole, la productivité et la qualité des produits agricoles que nous mettons sur le marché, comprenez donc l'importance du choix de ce sujet par Machel Betoro. Machel Betoro, bonsoir. Bonsoir Agnès Bello, amis téléspectateurs, bonsoir. Ce soir encore, on revient sur comment contribuer à l'amélioration du secteur agricole, mais ce soir à travers le réseautage. Et on reçoit Canisius Atindogbe. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Comment vous allez? Ça va très bien. Vous êtes spécialiste en communication et ingénieur agronome. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Machel Betoro, le plateau est à vous. Merci beaucoup. Alors, le réseautage, un système à forcément promouvoir au niveau du monde agricole pour un meilleur rendement au niveau de ce secteur. C'est pour cela que nous sommes encore sur ce plateau ce soir pour faire l'exercice avec, cette fois-ci, comme l'a si bien dit Agnès, M. Canisius Atindogbe, à qui j'aimerais déjà demander, pour parler de réseautage, comment arriver justement au niveau du secteur agricole à intégrer ce système, cette technique-là? Ok, merci madame. D'abord, en premier lieu, avant d'intégrer ce système, il va falloir d'abord commencer par sensibiliser. Sensibiliser parce que c'est une nouvelle technique que beaucoup ne connaissent pas. Il faut forcément donc commencer par sensibiliser les différents acteurs de la chaîne sur le processus, comment ça fonctionne et quels seraient éventuellement les avantages qu'ils pourraient en tirer. D'accord. Voilà. Et pour réussir justement à faire intégrer ce système aux différents maillons de la chaîne, je veux parler des producteurs, des transformateurs et des consommateurs que nous sommes, quelles sont les techniques à utiliser ou bien quelles sont les astuces à promouvoir pour faciliter le réseautage au niveau du secteur agricole aujourd'hui? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, après juste la sensibilisation, il faut d'abord créer un climat de confiance entre les différents acteurs. Donc, en termes d'astuces, on peut déjà commencer par exemple par créer des petits groupements. Comme les coopératives? Les coopératives, des consortiums, etc. Au niveau de chaque acteur, c'est-à-dire les producteurs, les transformateurs et les consommateurs. Et ces différents groupements auront maintenant à leur niveau pour rôle d'informer les acteurs ou les membres de leur groupement sur la thématique même du réseautage. Et ensuite, former chaque acteur sur comment faire réellement du réseautage pour que ça profite à tous les acteurs de la chaîne. Donc voilà un peu. Et au niveau des consommateurs, parce que c'est une chaîne, le monde agricole, ce n'est pas que les producteurs, ce n'est pas que les transformateurs, il y a aussi les consommateurs que nous sommes. Comment est-ce qu'on peut permettre aux consommateurs d'intégrer ce système de réseautage au niveau du secteur agricole? Oui, c'est assez simple. Et on dit souvent, consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Donc, si je suis consommateur, c'est toujours la bienvenue de savoir que je fais partie peut-être d'un groupement, d'une association de consommateurs qui maîtrisent véritablement ce que nous consommons. Donc, lorsque les producteurs ou les transformateurs se mettent en groupement et créent aussi des groupements pour ces consommateurs, c'est déjà une action louable qui permettra à ces consommateurs-là, à leur niveau, de savoir véritablement ce qu'elles sont en train de vouloir consommer.
D'accord. Mais vous ne pensez pas, M. Atinogbe, que le plus important dans ce genre de réseau, c'est que tous les maillons de la chaîne se sentent utiles à la chaîne, justement? Oui, tous les maillons de la chaîne vont se sentir utiles. C'est justement l'objectif même du réseautage. C'est-à-dire que chacun, à son niveau, joue son rôle. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, on voit des producteurs qui sont en même temps transformateurs et deviennent en même temps consommateurs. Ce n'est pas possible. Ou bien vous voyez un seul producteur, un chef d'entreprise, il est tant à la production, il est à l'étiquetage, à l'empaquetage, etc. etc. À la commercialisation. À la commercialisation. Il ne peut pas jouer tous ces rôles et être performant. Non. Donc, autant catégoriser pour que chacun se retrouve dans son domaine et fasse bien ce qu'il sait faire. Alors, pour que chacun fasse bien ce qu'il sait faire, comme vous le dites, il doit y avoir des outils à utiliser, non, pour quand même rester collé à la chose. Oui, c'est ce que j'essaie de faire comprendre. En créant ce genre de groupement, il faudra informer d'abord les gens. Voilà ce que ça donne. Je vous donne un exemple très simple. L'année passée, je crois, il y a eu une information qui avait circulé dans certains groupes de consommateurs, de producteurs de consommateurs, où on avait besoin d'exporter près de 3 ou 4 conteneurs de jus de bissap. Bissap. Voilà. Ok. Mais on n'a pas pu fournir. Wow. Pourquoi? Parce que tout le monde n'avait pas l'information, première des choses. Et deuxième chose, chacun voulait, pour ceux qui avaient l'information et qui pouvaient produire, ils n'avaient pas la capacité de production qu'il fallait. Donc, il fallait forcément se mettre ensemble. Et même s'ils étaient là, ils avaient la capacité de production, ils ne pouvaient pas produire en différentes marques. C'est-à-dire différents produits ne pouvaient pas rentrer dans les conteneurs pour être exportés. Il fallait uniformiser, il fallait mettre tout ensemble. Donc, ces outils... Donc, c'est juste pour ça qu'on n'a pas pu exporter? Non, on n'a pas pu libérer. C'est ça la force du réseau, je Voilà, crois. on n'a pas pu libérer, on n'a pas pu satisfaire cette demande-là. Okay. Or, les gens auraient pu être ensemble, constituer ces groupements et savoir que lorsque, par exemple, on nous demande même 100 conteneurs, si nous nous mettons ensemble, nous avons cette force-là pour pouvoir véritablement satisfaire la demande. Alors, aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler des avantages liés justement à l'utilisation. Voilà, hein, vous venez de nous parler d'un avantage, mais quel autre avantage peut-on avoir ou bien peut-on dont on peut bénéficier justement en allant à la pratique du système de réseautage. Voilà. Ok. Le premier avantage, c'est d'abord au niveau du coût. Au niveau des coûts, parce que ce soit le producteur, que ce soit le transformateur et que ce soit le consommateur, lorsque on se met ensemble, ça veut forcément dire que les coûts de production, les coûts d'exploitation et autres coûts baissent obligatoirement. Naturellement. Donc, se mettre ensemble participera d'abord à la réduction des différentes charges et des coûts. Ce qui fera que le consommateur final pourra avoir des produits de qualité, mais à un coût véritablement bas. Et ça va faciliter le Made in Benin, comme on le dit, la consommation du Made in Benin. Est-ce que vous pensez qu'on est prêt à travailler ensemble? Parce que le travailler ensemble, c'est toute une idéologie. C'est accepter l'autre, voilà. C'est accepter l'idée de solidarité, d'équipe. Qu'est-ce qu'il faut? Oui, c'est pourquoi j'ai parlé en première déjà en première de la sensibilisation. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est ancré dans nos habitudes, mais il faut quand même que nous commencions par l'apprendre. Les nations aujourd'hui dans lesquelles les entrepreneurs se mettent ensemble ont commencé quelque part. Et ont dû se rendre compte de l'évidence ou de la portée de leur mise en commun. Si nous nous mettons en commun aujourd'hui, voilà ce que les impacts positifs que cela pourrait apporter. Et au-delà de la sensibilisation? Au-delà de la sensibilisation, il faut travailler, former les différents acteurs. D'accord. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi un cadre juridique? C'est-à-dire, on établit la place de chacun dans le réseau. Si tu ne fais pas partie d'un réseau, c'est que tu n'as pas droit à tel avantage. Oui, forcément. Il y a le cadre juridique qui intervient. Mais tant que, à la base, on ne s'est pas déjà convenu sur ça, si le mental n'y est pas, même si on élabore aujourd'hui des règles juridiques en la matière, ça ne passera pas forcément. Parce qu'il faut d'abord qu'on sente le besoin de se mettre ensemble avant maintenant d'aller légiférer cela. Donc, je dis, il faut d'abord commencer déjà par changer le mental. La mentalité, voilà, avant maintenant de penser au juridique, au cadre juridique. Mais est-ce que les startups n'ont pas aussi un rôle très important? C'est vrai que ce n'est pas l'objet de cette thématique, mais est-ce que
l'objectif, je veux dire, de cette thématique, est-ce que les startups n'ont pas aussi un rôle très important à jouer dans ce processus? Oui, les startups ont évidemment un rôle très important parce que j'ai parlé tout à l'heure de la distribution. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans les prestations de services et se mettre ensemble, par exemple, pour distribuer des produits agricoles ou des produits de transformation agricole participe forcément au développement de leur chiffre d'affaires. Donc, les startups, qu'elles le veuillent ou pas, lorsque les groupements vont commencer par se former, lorsque le réseautage va véritablement se mettre en place, elles devront à un moment donné, qu'elles le veuillent ou pas, participer. Et en participant, elles contribuent indirectement ou directement au renforcement de leur chiffre d'affaires. D'accord. Mais il y a un avantage là dont on n'a pas parlé, sur lequel j'aimerais quand même qu'on revienne, c'est que ce réseautage permet quand même une certaine forme de stabilisation du secteur. Parce qu'on a en face un secteur agricole qui a des hauts et des bas et qui évolue parfois en dents de scie. Au moins, si on est en réseautage, on est sûr de la quantité qu'on produit de façon régulière, on fait face aux problèmes ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, naturellement, je n'avais pas fini les avantages. En dehors des coûts, il y a que nous n'aurons plus des soucis, par exemple, de rupture de stock. Parce qu'un entrepreneur à lui seul n'est pas forcément capable de satisfaire toute une demande. En dehors de ça, nous avons la certitude de la qualité des produits. Je sais véritablement la qualité de ce que je vais consommer. De la matière première d'abord. De la transformation. Et ce que je veux consommer. Ce que le consommateur met dans sa bouche. En d'autres termes, c'est qu'aujourd'hui, il faut opter pour le réseautage au niveau du secteur agricole pour que chaque maillon de la chaîne se sente quand même intégré et bénéficie réellement des efforts. Oui. C'est bien ça, hein? Exactement. D'accord. Alors, merci beaucoup, Aniatte Bello. Moi, je vais juste dire aux amis téléspectateurs, tout est dit, il faut aller vers le réseautage, que ce soit au niveau des producteurs, des consommateurs et autres, pour que quand même, en tant que Béninois, nous puissions consommer des produits made in Bénin, mais également de bonne qualité et à un coût réduit, tout simplement. Merci, on se donne rendez-vous peut-être demain pour un autre sujet. Merci à vous, Canisius Atindogwe, spécialiste en communication et ingénieur agronome. Vous étiez donc avec nous sur ce plateau pour parler du réseautage. Vous étiez en compagnie de Marcel Guettero, que nous allons retrouver demain. En attendant, mesdames et messieurs, le prochain plateau s'installe. Autant savoir. Autant savoir ce soir revient sur le blogging. On parle du métier de blogueur. Mais avant, je vous invite à suivre ce commentaire et on rejoint Maurice Tantan dans un instant. Le blogging, un concept très en vogue sur les réseaux sociaux actuellement. Il consiste à entretenir un blog. Quant au blog, il s'agit d'une page personnelle ou d'entreprise comportant des avis, des liens ou chroniques périodiquement créées par son ou ses auteurs sous forme de posts. Ces articles peuvent rendre compte d'une actualité. Le blogging est une activité à part entière qui peut même devenir le métier d'un individu qui s'y donnerait à plein temps. Au Bénin, les blogueurs sont présents et même réunis en association avec un bureau dirigeant. L'un des avantages du blogging est qu'il est essentiellement libre avec ses propres contraintes que le blogueur lui-même se définit. Et cet avantage est aussi ce qui le différencie du journalisme qui est soumis à des règles beaucoup plus strictes. La liberté des blogueurs devrait donc leur permettre de traiter l'information de manière moins partielle. À l'origine, les blogs étaient du genre personnel, de journaux numériques personnalisés. Même s'il en existe toujours, d'autres genres de blogs sont apparus, comme les blogs généralistes traitant de tous les sujets, des blogs spécialisés avec des sujets spécifiques et une ligne éditoriale claire, mais aussi des blogs professionnels liés à une profession bien précise. Ce n'est donc pas le choix qui manque si vous voulez devenir blogueur, chers téléspectateurs. Maurice Tantan, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Bonsoir.
Bonjour Ganiat Bello. Aniat, pardon. Maurice Tantan, mais c'est un crime de lèse-majesté. C'est vrai, vous avez raison. C'est Aniat Bello. Bon, vous savez, entre Aniat et Ganiat, il n'y a qu'une seule lettre qui fait la différence. Ça n'explique pas la confusion. Donc, mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas, hein, vous êtes avec Aniat Bello sur ce plateau. Ça, vous le savez. C'est Maurice qui ne le sait pas ou qui fait semblant de l'avoir oublié. Ce qui est sûr, nous a rejoint ce soir pour qu'on puisse parler du métier de blogueur, puisqu'il est le président de l'Association des blogueurs du Bénin. Déjà, aujourd'hui, on s'intéresse aux blogueurs, mais avant qu'on en vienne à son rôle et à son apport à la société, moi, j'aimerais savoir quelles sont les qualités qu'il faut pour être un bon blogueur. Alors, on peut citer plusieurs qualités pour être un bon blogueur. Hier, déjà, on expliquait que tout le monde pouvait être blogueur, mais évidemment, il faut savoir, il faut nuancer. Moi, je pense qu'on ne devient véritablement blogueur que lorsque on arrive à fédérer une grosse communauté, donc un lectorat assez consistant, conséquent et fidèle, surtout qui vient vous lire ou bien qui vient consulter vos contenus. Et pour cela, il faudrait que vos contenus soient originaux. Donc, un bon blogueur doit forcément être original. Donc, qu'il soit quelqu'un qui produit des contenus éditoriaux, dont des articles, des textes ou de la photo ou bien des caricatures ou encore de la vidéo, il faudrait que son contenu soit original d'abord. Qui l'intéresse. Et puis le contenu doit aussi être personnel. Si vous allez reprendre des choses qu'on a vues ailleurs ou bien qu'on ne sent pas que votre personnalité, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut aussi y mettre du sien, de la personnalité pour être un bon blogueur. Et puis je pense que il y a aussi, disons, enfin, je pense qu'on l'a déjà dit dans la personnalité, parce que parfois ça peut être votre touche personnelle là, qui est vraiment... Qui est appréciée, qui fait que les gens, blogueur avec sa communauté. Voilà, les gens reviennent vous voir parce que chacun avec son segment en fait. Il y a des gens qui peuvent parler de politique avec humour et attirer du monde, comme d'autres personnes peuvent parler de politique, mais du sérieux et aussi avoir leur segmentation. Est-ce à dire que c'est votre personnalité qui définit votre communauté à la base? Oui, absolument. Parce qu'un blogueur, ce n'est pas un journaliste. Un journaliste, c'est quelqu'un qui va, par exemple, écrire dans un style complètement impersonnel et tout. Donc, si vous travaillez pour un média, la touche ou bien le ton du média va rester, même si le rédacteur passe. Alors qu'un blogueur, il vient avec son ton personnel et c'est ça qui va se ressentir dans son texte, dans son contenu. Et c'est ça qui, en fait, fait sa particularité dans la blogosphère. Vous savez, il y a plein de blogs dans le monde. C'est clair. Donc, il faut forcément... Il faut savoir s'identifier. Voilà, s'identifier ou se faire identifier. Se faire identifier. Voilà. Alors, souvent, on dit que tout le monde peut être blogueur, mais qu'on le veuille ou pas, il y a des compétences qu'il faut avoir avant de pouvoir se prévaloir être un blogueur, quand même. Compétences rédactionnelles, par exemple, il faut savoir quand même rédiger. Bien sûr, c'est indispensable. Si vous voulez bloguer et que vous ne savez pas écrire, je veux parler de la rédaction, vous ne pouvez pas réussir. Donc, il faut forcément, si vous voulez faire des articles de blog, avoir un style rédactionnel qui est irréprochable. C'est important parce que, en fait, les gens qui viennent vous lire, vous allez perdre beaucoup de lecteurs si, par exemple, dans les premières lignes de vos articles, il y a des fautes de grammaire ou bien des fautes d'orthographe. Ça, par exemple, c'est impardonnable. L'astuce, c'est se faire accompagner du correcteur automatique. C'est ce que le correcteur automatique n'est pas toujours... il n'est pas fiable. Il n'est pas toujours fiable parce que, voilà, il y a des choses, des formulations qui peuvent lui échapper. Et même peut-être, voilà, si... Il y a les noms propres. Si vous écrivez mal des noms propres, par exemple, le correcteur automatique ne va pas vous suggérer la bonne écriture. Voilà, le bon orthographe. Donc, il faut savoir écrire, il faut avoir un très bon style rédactionnel et ça, c'est important. Mais même le style rédactionnel, c'est ça qui est aussi son avantage, il peut être personnel. Vous pouvez écrire comme vous le voulez, comme vous l'entendez. C'est aussi ça. Mais il faut que ce soit cohérent. D'accord. Il faut que ce soit cohérent parce que vous pouvez écrire dans un style qui n'est pas forcément académique et être apprécié par un enseignant de littérature.
Parce qu'il voit qu'il y a de la cohérence dans ce que vous dites. Maintenant, si vous venez écrire juste pour écrire comme n'importe qui ou bien écrire comme un enfant de CE1, forcément, la personne n'est pas emballée, il n'est pas intéressé. Il n'est pas intéressé. Et les gens qui vont vous juger sur votre production en ligne vont venir d'abord par ça, par la qualité ou bien la pertinence, en tout cas la cohérence au moins de ce que vous écrivez, de vos écrits. Parce que vous pouvez choisir de traiter un sujet grave, mais vraiment dans un style léger, mais il faut que vous emballez votre lecteur. D'accord, votre lecteur doit être emballé. On parle aussi souvent de compétences sociales, de compétences techniques, de compétences artistiques. Ça fait beaucoup, hein. Il faut savoir dessiner. Mais on peut aussi se faire aider, non? Quelqu'un d'autre peut vous accompagner au niveau du volet artistique. On peut être nombreux à gérer un blog. Oui, on peut être nombreux à gérer un blog et je pense que c'est ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui parce que les exigences sont telles que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. En tout cas, à partir du moment où vous mettez votre blog à un certain niveau, vous ne pouvez plus tout faire tout seul. Si par exemple, sur votre blog, vous devez écrire des textes et faire des illustrations correctes, ce n'est pas évident que vous ayez les compétences rédactionnelles qu'il faut et aussi la touche artistique pour faire les shootings ou bien pour dessiner. Aussi, avoir la technicité. Avoir la technicité. Et puis après, ça nous ramène aussi quand même à la différenciation. Il y a des gens qui peuvent juste faire des vidéos. Donc pour eux, peut-être ils auront besoin de dessiner, d'écrire le scénario en avance, mais à part ça, ils n'ont pas besoin forcément de savoir écrire, faire des tests. Savoir dessiner. Voilà, savoir dessiner, ils font des vidéos. Donc chacun contourne la difficulté comme il peut. Moi, je conseille souvent aux gens qui viennent me voir, qui me disent « mais moi, je veux devenir blogueur, mais franchement, je ne peux pas écrire, je n'ai pas le temps d'écrire, je ne sais pas écrire. » Je dis « écoutez, explorez d'autres univers, explorez d'autres formes. Par exemple, si tu ne sais pas écrire, peut-être c'est la photo que tu sais faire, mais c'est sur la photo que tu peux t'entraîner et facilement apprendre à faire des photographies, ou bien c'est sur la caricature, ou bien c'est sur les vidéos que tu peux t'entraîner et donc... le champ est vaste, au fait. Le champ est vaste, ouais. C'est pas la peine de se restreindre. Ouais, c'est pas la peine de se restreindre, même si généralement on voit que les blogs, les plus populaires, c'est plus écrit. D'accord. Maintenant, revenons au rôle et à l'apport du blogueur à la société. C'est quand même un rôle important puisqu'on a vu les blogueurs défendre des sujets de société, des faits de société, de par le monde. Parfois même on les confond à des activistes puisqu'on a même aujourd'hui maintenant des blogueurs qui sont à la fois des activistes et des blogueurs. Dites-nous un peu, pour vous en tant que blogueur, quel est votre rôle dans la société? Alors, c'est toujours en fonction de la façon dont chacun se définit. Oui, parce qu'il faut dire qu'originellement, les blogueurs, quand le blogging est apparu au début des années 2000, c'était pas comme on le connaît aujourd'hui. Les gens, ils écrivaient juste... Ils parlaient juste de leur vie. Ils parlaient juste de leur vie. Ils ont découvert une nouvelle façon de faire du web. Donc, c'était les débuts du web 2.0. Donc, les gens, ils racontaient leur vie en ligne et... Ce qui était juste fascinant à l'époque, c'est que vous pouvez écrire quelque chose. En 2000, dans les années 2000, il n'y avait pas le web social comme on le connaît aujourd'hui, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas WhatsApp. Donc en fait, tout ce que vous faisiez restait dans votre coin, personne ne dans votre voyait. Communauté, vraiment de façon réduite. Pas vraiment votre communauté, c'est vous-même quoi. Donc oui, c'est que vous qui aviez accès. À l'époque, à la limite, les gens découvraient le mail. Voilà, ils découvraient le mail, découvraient Google, les moteurs de recherche. Mais il n'y avait pas vraiment le web social comme on le connaît aujourd'hui. Donc, dans les début des années 2000, les gens, ils ont découvert les blogs. On pouvait aller avoir sa plateforme en ligne, écrire. Et ce qui était fascinant, comme je le disais, c'est que d'autres personnes peuvent venir consulter cette page-là et laisser des commentaires. Donc, on était vraiment au début des années 2000. À cette époque-là, ce qui marchait seulement en ligne, c'était les forums. Aujourd'hui, les forums, ils ont complètement disparu et on a juste les réseaux sociaux pour discuter. Voilà, on a essayé de les réinventer aussi dans les groupes WhatsApp. Mais donc, à ce début-là, c'était juste ça qui fonctionnait. Mais avec le temps, c'est un outil. Après, les usages se créent au fur et à mesure que les années passent. Mais aujourd'hui, pour vous? Aujourd'hui, pour nous, les blogueurs peuvent, comme je le dis, c'est chacun comme il se définit. Les blogueurs peuvent se sentir responsables ou bien socialement responsables.
Parce d'une façon ou d'une autre, vous êtes socialement responsable. Forcément, parce que vous avez une communauté. derrière. C'est ça, justement. C'est ce que j'appelle la responsabilité sociale du blogueur. Et à partir de ce moment, c'est très important. Si vous avez 10 000 ou bien même 1000 personnes qui viennent vous lire et dont vos contenus sont susceptibles de changer, d'influencer, changer la vie, leur vie. Donc, vous avez une responsabilité sociale. Et c'est ça, en fait, qui amène généralement le blogueur à s'engager, à prendre position et parfois à se définir comme activiste. Et ça, c'est quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, même si vous êtes un blogueur beauté ou bien blogueur cuisine, vous avez 20 000 personnes, mais 100 000 personnes qui viennent vous lire, vous avez une responsabilité sociale parce qu'à un moment ou à un autre, vous pouvez dire à telle chose, je ne suis pas d'accord et parce que ça peut avoir un impact sur eux. D'accord, ça veut dire que qu'on le veuille ou pas, vous êtes aujourd'hui des acteurs de la société. Absolument. Il faut faire avec vous. Absolument. Absolument. Vous savez, il y a des élections, les gens ils n'ont pas 100 000 votes avant d'être élus. Hein. Donc, si vous avez 1 million de vues sur YouTube ou bien 1 million de likes sur Instagram, ça paraît éphémère ou superficiel, mais c'est quand même important parce que c'est le baromètre de quelque chose. Merci à vous, Maurice Tantan. Avec vous, donc, on a parlé du métier de blogueur, le rôle et l'apport de ce blogueur-là à la société. Et c'est incontournable. Hein. Quand vous avez une communauté forte qui vous suit, vous avez votre mot à dire. Donc, c'est avec cela que nous allons conclure Autant Savoir. Et nous passons à présent à l'expert. Voilà, Marcel Effon nous a rejoint sur ce plateau. Avec Marcel Effon, ce soir, nous allons parler développement personnel, comment développer ses talents. Est-ce que c'est possible véritablement de développer son talent dans le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui? Bonjour Agnat, bonjour aux téléspectateurs. Évidemment, nous allons parler de comment développer son talent, mais nous allons beaucoup plus s'appesantir sur comment vendre son talent. Parce que parfois, le talent est déjà là, mais on n'arrive pas à bien le vendre. Alors, comment le vendre? Et je vais vous parler d'une anecdote. Un beau matin, j'ai eu un de mes amis, quand même très talentueux et immensément riche, il faut que je le dise quand même. Il n'est pas n'importe qui. D'accord, et on le salue. Hein, il n'est pas n'importe qui. Il décroche mon téléphone un beau matin, il dit « Mais Marcel, est-ce que tu peux m'aider à décrocher un rendez-vous parce que je dois me rendre dans un pays européen après-demain. Alors, j'ai besoin d'avoir un visa, mon visa est périmé, j'ai besoin d'avoir un visa express. Est-ce que tu peux m'aider à décrocher un rendez-vous dans ce consulat? Alors, j'ai réfléchi, j'ai dit, OK, comment est-ce qu'il a pu s'organiser, lui qui est quand même quelqu'un, comment est-ce qu'il a pu s'organiser pour que... la dernière minute. Non seulement la dernière minute, mais pour que, en décrochant le téléphone fixe, alors, de ce consulat et en se présentant, je suis monsieur Tan, si vous ne me connaissez pas, c'est moi qui ai créé telle entreprise et j'ai déjà fait des affaires avec telle. Et voilà, je voyage pour un rendez-vous d'affaires après-demain et je voudrais savoir dans quelle mesure je peux obtenir un visa express dans votre consulat. Alors, je me suis dit, s'il n'a pas pu penser à se vendre ainsi et à décrocher, ne serait-ce que par celui qui l'accueille au téléphone, qui me dit, mais tiens, j'ai affaire à une aussi grande personnalité, mais tiens, qu'est-ce que je peux faire pour vous? OK, passez au consulat, nous allons voir avec le consul et qui se mette en branle. Alors, je me suis dit, OK, à un moment donné, il n'a pas pu mettre son nom en avant. Comme on nous l'a tout le temps dit quand on était enfant, tu as les gros yeux, tu es trop ambitieux, tu as trop d'ego. Alors, il est resté à cette étape, quand bien même il est devenu quelqu'un, il se fait passer pour monsieur tout le monde. Voilà comment on peut avoir par exemple un talent qui ne vous profite pas. Et je profite pour dire que serait devenu par exemple le monde artistique au Bénin si un certain Sagouhan continuait par exemple à jouer dans le garage de sa maison. C'est bien drôle hein, comme image. Ah, bien sûr. On le salue au passage. Qu'est-ce qu'on dirait par exemple, qu'est-ce qu'on aurait perdu si quelqu'un comme Alec Péhaou a passé son temps à jouer que pour sa famille dans le salon familial? Alors on aurait perdu quand même si un certain Dibi d'abord avait passé tout son temps à jouer que pour ses camarades à l'école, ses amis. On vous a compris, Marcel. À un moment donné, vous avez besoin de mettre en avant vos talents. Oui, mais c'est parce que parfois on a peur d'être jugé. Oui, mais que les autres vont trouver que vous n'êtes pas bon. Mais la peur de juger, on ne peut pas allumer une bougie et mettre ça sous une bassine. On ne peut que mettre ça au goût du jour.
Des gens ont peur, par exemple, lorsque les gens vont découvrir ce qu'ils sont, que les sorciers vont les tuer. Mais entre que le sorcier vous tue ou que vous restez, monsieur, tout le monde, pendant toute votre vie, alors que vous êtes quelqu'un, il faut faire un choix. Parce qu'il arrivera quand même un jour où vous mourrez. Alors, je voudrais dire quoi? Avoir le talent est une très bonne chose, mais il faut savoir se vendre. Lorsque je rencontre Madame Aniatou Bello et qui se présente à moi dans un cocktail dînatoire, et je dis bonjour madame, elle dit bonjour monsieur, moi c'est Marcel Lefon, je peux vous connaître, elle dit oui, moi je suis Aniatou Bello, je suis journaliste à l'ORTB. Moi ça ne me dit rien. Moi je vous écoute et je continue parce que je cherche l'appel rare qui devient tout de suite une opportunité pour moi. Ok, moi c'est Aniatou Bello. Depuis 4 ans, j'ai travaillé sur une émission de la télévision nationale où j'ai reçu déjà plus de 400 personnalités aussi bien politiques que dans le monde des affaires. Et c'est clair que la présentation change tout de suite. Alors, quand vous présentez comme ça, la personne me dit, mais tiens, 400 personnalités dans ce petit Bénin, ça veut dire qu'elle devrait pouvoir être une opportunité pour moi. Alors, plutôt que de continuer mon chemin, je m'arrête devant Mme Aniatou Bello parce que je venais de trouver ce que je cherchais à ce cocktail dînatoire. Alors, parfois, nous méconnaissons en fait qui nous sommes et nous vendons notre image moins cher. Moins cher, comme on le dit. Moins cher. Et la meilleure personne qui peut bien vous servir, c'est vous-même. C'est encore vous-même. Parfois même le fait que vous vous présentez mal, le fait que vous ne dites pas qui vous êtes, ça profite à votre concurrent qui est en face de vous. Si. Alors, c'est pour dire, oui, lorsque vous ne développez pas cet ego, ça vous fait perdre beaucoup de choses. Parfois même, ça fait que vous restez monsieur tout le monde. Mais parfois, ça dénote d'un manque de confiance en soi, non, Marcel? Oui, mais vous devez pouvoir le régler. Si vous avez un problème de manque de confiance en vous, c'est une chose en soi. Mais vous êtes un talent, vous devez pouvoir le mettre au goût du jour. Il faut que les gens le sachent. Il faut que, quand je finis de vous présenter, qu'on sache même qui j'ai présenté. Il ne faut pas que vous dites, bon, je vous présente monsieur Effon, et que vous dites monsieur Effon, et que le gars s'en va et dit, mais est-ce qu'il sait à qui il a affaire? Alors, monsieur Effon, moi, il y a un mois, ma structure a été sélectionnée par la BCAO pour accompagner toutes les entreprises qui sont à la recherche du financement afin qu'elles puissent avoir plus facilement l'accès au crédit. C'est ce que je viens d'avoir comme la dernière victoire. Il se dit, mais monsieur, ce monsieur, j'ai besoin de lui. Il pourrait m'aider à faire telle chose. Alors, il s'arrête. Monsieur Marcel Effon, c'est un coach. Oui, il y en a 1000. Maintenant, qu'est-ce qu'il m'apporte? D'accord. OK? Alors, parfois, il faut chercher le juste milieu. Il y en a qui oublient d'utiliser... Mais parfois, il ne faut pas en faire trop non plus. Oui, quand vous en faites trop, ça devient de la dictature. Et après, mais il faut trouver le juste milieu pour quand même utiliser votre ego qui est en vous, qui vous permet de vendre vos talents et également savoir l'utiliser pour ne pas tomber, pourquoi pas, comme je l'ai dit, alors dans la dictature. Mais une chose est sûre, le plus grand talent au monde ne peut servir à rien si on ne le connaît, s'il ne peut se vendre. Et la meilleure personne pour vous vendre, c'est vous-même. D'accord. Si vous ne savez pas le faire, alors venez voir le coach Marcel Effon. Le coach Marcel Effon, il est toujours là pour nous apprendre des choses. Mais comme on le dit souvent, il y a des outils. Il y a des outils pour se révéler quand même aux autres. Oui. Quels sont ces outils? Oui, les outils pour se révéler, c'est déjà commencer à identifier déjà qu'on est timide. Oui. OK? Quand vous êtes timide, c'est un problème. Donc, il faut aller chercher des outils pour vaincre la timidité. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui sont très talentueux, mais il y a des gens, comme mon ami dont j'ai donné l'exemple à l'entame de cette émission. Il est monsieur quelqu'un, mais il est devenu monsieur tout le monde parce qu'il a un problème de timidité. Il ne sait pas mettre en avant son nom. Alors, votre nom, vous pouvez avoir la chance de venir d'une grande famille, que Dieu soit béni pour vous. Mais si vous n'êtes pas d'une grande famille et que vous avez fait quelque chose de grand, vous avez travaillé pour hisser votre nom, il n'y a que vous qui puissiez le vendre. Oui. Alors le premier outil, déjà, c'est de savoir que oui, j'ai un problème de timidité. Il y a des gens qui recrutent alors d'autres personnes pour pouvoir vendre leur nom. Oui. Comme je le disais à une dame, madame, vous êtes une mine d'or. Moi, je vais vous vendre comme ce n'est pas permis. Évidemment, quand je sors avec elle, je la vends. Je vends cette dame. Et elle est une mine d'or, mais elle ne sait pas se vendre. Elle ne sait pas dire qui elle est. Est-ce qu'elle sait elle-même qu'elle est une mine d'or? Non, mais elle ne le sait pas. Parfois, on ne le sait pas. Elle ne le sait pas, mais je le lui ai révélé. Et je lui ai montré par A plus B plusieurs fois. On est rentré dans des milieux. J'ai préparé une très bonne présentation pour elle, mais quand je le fais, waouh, tout le monde se met autour d'elle. Et elle devient une opportunité. Parfois, ce que vous êtes devenu est plus fort que ce que vous recherchez. Mais quand vous ne le mettez pas au bout du jour,
alors vous continuez à chercher quand bien vous êtes quelqu'un. C'est bien triste, ça. Oui, quand bien vous êtes quelqu'un. Donc, le premier outil déjà, c'est de savoir, oui, je suis timide, non, je ne sais pas me vendre, non, oui, je n'arrive pas à savoir quelles sont mes qualités, mes valeurs. Et de l'exprimer à quelqu'un qui puisse les ressortir et les mettre au goût du jour. Et s'exercer tous les jours à dire qui vous êtes. Je le dis aux gens lorsque je suis en coaching, quand je parle du yoga du rire, on dit mais le gars là il parle encore de quoi? Il ne fait que sortir des mots, de gros mots. Alors le yoga du rire, c'est de se regarder un beau matin avant de sortir de sa maison et d'apprécier sa belle toilette, parce que peut-être le monsieur n'a pas eu le temps de vous regarder. Ah waouh, que tu es très belle ce matin, Aniat. Waouh, tu as mis la plus belle. Donc on vous dirait que c'est du narcissisme. Non, mais attends. Attendez. Aristote, au naziste, ne serait devenu rien si on n'a pas zoomé sur ce nom. Il a commencé à le faire lui-même. Aujourd'hui, quand on vous parle de l'aristocratie, on sait que c'est de la noblesse. Mais c'est le nom d'Aristote, au naziste. Il y a un moment donné, il a commencé à vendre son nom. Et d'autres personnes ont commencé. Mais il y a des gens qui étaient plus riches que lui. Mais à un moment donné, il a commencé à mettre ce qu'il était, celui qu'il était au devant. Alors si vous ne pouvez pas vous dire qui vous êtes déjà devant votre miroir, ça veut dire que vous avez un problème de le dire à quelqu'un. Pratiquer le yoga du rire, c'est d'être satisfait de soi le matin avant de sortir de la maison. Et que quelqu'un vous dise, mais tu t'es bien habillé. Et tu dis, je suis désolé, je me suis habillé comme cela pour atteindre un objectif. Je suis très bien habillé. Et que la même personne recommence à vous regarder autrement. Parfois, on peut vous arracher vos âmes, alors que vous devrez pouvoir les garder pour pouvoir gagner, pourquoi pas, les combats de la journée. Donc, voilà autant d'outils qui devraient pouvoir vous permettre de dire qui vous êtes. Et quand vous commencez à savoir qui vous êtes et que vous le mettez en avant, les gens commencent à découvrir en réalité que vous êtes une opportunité. Alors, moi, personnellement, je dis, vous ne pouvez jamais mal me vendre tant que j'ai encore la possibilité de parler. Je corrige et je rectifie tout de suite. Je suis monsieur Tan, je suis ci, c'est moi qui ai fait ceci, cela. Sans bien sûr tomber dans la dictature, parce que quand tu en fais de trop, ce n'est pas aussi bien. Il faut trouver le juste milieu, comme je l'ai dit. D'accord. Nous allons aider quelqu'un. Nous allons aider ce téléspectateur-là qui nous suit et qui a besoin de révéler son talent. Tout de suite, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Alors, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il commence à se poser la question en quoi, oui, ce qu'il doit faire tout de suite, c'est qu'il commence à se poser la question en quoi je suis une opportunité pour l'environnement dans lequel je suis. Même la personne que vous êtes, votre beauté corporelle, peut être une opportunité pour l'environnement dans lequel vous êtes. Des gens ont besoin de voir quelqu'un de radieux, une belle image ce matin, quelqu'un qui sourit très bien. Alors, pour être satisfait, moi, lorsque je rentre dans un milieu, les gens sont contents, j'apporte la joie. Avec, vous voyez un peu. Faut donner des idées à des gens. Oui, naturellement, il faut le révéler. Donc, il faut commencer à dire en quoi je suis une opportunité. N'importe qui. C'est en ça le bon Dieu est merveilleux. En créant chacun, il a mis quelque chose en vous pour qu'en commençant à l'utiliser, même de façon naturelle, vous devenez une opportunité dans votre environnement. Marcel, il nous reste très peu de temps, mais j'aimerais quand même qu'on puisse revenir sur ça, puisque je suis sûre qu'après avoir découvert votre talent, il faut savoir maintenant comment le vendre aux autres. Parce que c'est aussi un art. Hein. C'est un art. L'art de vendre ses talents. L'art de se vendre. Mais comme vous le dites, le plus important d'abord, c'est de ne pas faire toujours preuve de timidité. Absolument. Savoir véritablement qu'on a quelque chose, un plus, et savoir comment on le vend. Mettre en avant qui vous êtes. Et si les gens ne le connaissent pas, il faut le leur dire. Et quand ils commencent à le connaître, il faut zoomer là-dessus. Il faut leur montrer les détails. Il faut leur montrer en quoi vous êtes une opportunité. Et ils commencent à courir après vous. Marcel Lefond, les astuces, c'est toujours avec notre coach. Vous le savez, le rendez-vous, c'est tous les mercredis. Il est l'heure du journal. Nadey Soni est déjà là. Nous allons la rejoindre tout juste après ceci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Wikeko. À cause du chômage, les jeunes se sont donnés au travail qu'on appelle l'ANAC. Ce phénomène a pris depuis quelques mois une allure vraiment inquiétante. Suivez juste après moi la revue de presse et le décryptage. Tour d'horizon de l'actualité vue par les canards. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça ne sert à rien de prendre la décision de reculer après avant de mieux faire. Suivez Wikeko, votre magazine de l'actualité économique sur BB24, tous les dimanches à 11h et à 23h, les lundis à 11h et les mardis à 5h. Lorsqu'on voit des Ivoiriens s'habiller. Pour parler de l'épargne, il faudrait que nous puissions convoquer deux concepts importants.
le revenu et la consommation. Peut-on espérer une élimination définitive des sachets plastiques? Quand vous dites que chacun est né avec son travail, est-ce parce que vous n'êtes pas né avec le journalisme qu'au fil du temps, vous avez laissé le métier de côté? Au-delà de la production d'énergie, le taux d'électrification reste encore faible. Par rapport aux réformes dans le secteur du tourisme, comment est-ce que vous voyez ça? Je dis souvent que l'entretien sur BB24, c'est tous les dimanches à 22h, les lundis à 10h, à 16h30 et à 23h. S'exprime à travers une consultation du FA. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. La destruction des infrastructures routières sont légion sur le tronçon Cotonou-Abomey-Calavi, une situation qui inquiète plus d'un. Une équipe de l'arrêtation est allée faire le constat. L'obtention du permis de conduire est une exigence du code de la route. Au Bénin, les conducteurs d'engins à 2 ou 3 roues n'en font pas une obligation. Ils pourraient désormais tomber sous le coup de la loi. Le réseautage est une méthode employée par les entrepreneurs et même les paysans pour se donner plus de visibilité à l'échelle locale et régionale. Quels avantages peut-on tirer de ce système? On en parle dans un instant. De Cotonou à Abomey-Calavi, les infrastructures routières sont chaque jour détruites. Les lampadaires solaires installés sur les terre-pleins centraux sont démolis. Sur certaines routes, c'est la chaussée qui se dégrade du fait des actes d'incivisme. Le phénomène est plus inquiétant à Godomé où Amitié Sagwidi et Patrick Adjagoudjou ont fait le constat. La route à Cotonou, pas un seul jour sans qu'elle ne subisse les conséquences désastreuses des actes d'incivisme. Presque aucun carrefour ni les terre-pleins centraux ne sont épargnés. C'est aussi le cas de la chaussée et des carnivaux en béton armé qui sont détruits suite à des accidents de la circulation. Quand les grosses voitures, les titans, quand ils causent des dégâts, ils ne s'arrêtent pas, ils font tout possible pour partir. Et il n'y a pas de patriotisme. Si les gens aiment vraiment ce pays-là, ils auraient pu se comporter autrement. Et ce qu'on constate, c'est que c'est de l'incivisme. De l'incivisme et de l'inconscience qui règne en maître sur les routes. Tout se passe comme si aucune loi n'existe pour sanctionner et éviter la destruction tous azimuts des infrastructures routières. Il y a trop de laisser aller, donc il faudrait que les autorités reprennent les choses en main pour commencer par punir. Et la façon même d'octroyer les permis de conduire aux citoyens, il faut revoir tout ça là. Et que nos policiers soient un peu plus rigoureux par rapport à ce genre de choses. Franchement, ils n'ont qu'à sanctionner parce que ça ne va pas. Ça ne va pas avec ça là. L'excès de vitesse en agglomération, l'alcoolisme et surtout l'utilisation du téléphone portable en pleine circulation. Les causes sont nombreuses. Le manque de sensibilisation périodique au civisme et à la citoyenneté fait payer un lourd tribut à l'économie nationale. Pourtant, sans la route, pas de développement. Petites ou grosses cylindrées, les conditions d'accès à la conduite ne sont pas les mêmes. Autant il faut un permis de conduire pour les voitures, autant il en faut pour certaines motos à 2 ou 3 roues. Une pièce indispensable pour éviter de tomber sous le coup de la loi. Mais les Béninois connaissent-ils vraiment l'importance du permis de conduire pour les engins de 2 ou 3 roues? Ulvaïus Balogun s'est intéressé au sujet. On suit ensemble son reportage. L'usage d'un engin à 2 roues ou d'un tricycle motorisé est soumis à une réglementation tout aussi particulière que celle des automobiles dans le cadre du code de la route. Mais très peu de Béninois en sont conscients. Ndo permis quelqu'un no leton
Non, je n'ai pas de permis pour conduire ma moto. Visiblement, ils sont nombreux, les usagers de la route, à ignorer l'existence du permis de conduire pour moto. Pourtant, ce type de permis a bien sa valeur d'être. Les conducteurs à 2 roues ne respectent pas le code de la route. Et ce qui est à la base de ça, c'est qu'ils ne prennent pas l'auto-école avant de venir sur la route. Avant de mettre dans la circulation, vous devez avoir une autorisation de conduire un engin ou bien un véhicule automobile. Au Bénin, 3 catégories de permis sont reconnues en fonction de la cylindrée de la moto. Nous avons les permis A1, A2, A3. Le permis A1, c'est pour conduire les engins à 2 roues de petite cylindrée, c'est-à-dire de cylindrée ne dépassant pas 75 cm3. Les Jenana, les MAT, ces motos d'âme qui n'ont pas d'embrayage là, sont rangées dans la catégorie A1. Le permis A2 autorise la conduite des motocyclettes de cylindrée moyenne, c'est-à-dire de cylindrée dépassant les 75 cm3 jusqu'à 400. C'est les motos comme les Saneli, les Sania avec embrayage, les Bajaj, les engins des ZEM, même les tricycles. La catégorie A3, ça c'est pour les grosses motos. Les motos que les motards conduisent pour les policiers qui se mettent devant les officiels. C'est les grosses motos là, dont la cylindrée, bien entendu, dépasse les 400 cm3. Et pour obtenir ces différentes catégories de permis, le passage dans une auto-école est indispensable. Pour obtenir cette catégorie de permis A1, vous devez satisfaire à l'examen théorique, c'est-à-dire du code de la route. On n'exige pas la conduite. Avant d'obtenir le permis A2, il faut, en plus le code de la route, il faut un examen pratique. On doit quand même évaluer l'apprenant par rapport à sa capacité de conduire l'engin là. L'obtention du permis A2 et celui du A3 respectent les mêmes critères dont le code de la route et l'examen de conduite. Mais un âge minimum est requis pour toutes ces différentes catégories de permis. 16 ans au moins pour le A1, A2 18 ans au moins et le A3 21 ans au moins. Les permis de conduire A1, A2 et A3 sont permanents. Le prix de leur obtention dépend certes d'une auto-école à une autre, mais le non-respect de cette réglementation est puni par la loi. Amener les paysans à partager leurs expériences et se faire connaître à l'échelle locale, régionale et internationale grâce à un réseau sont entre autres le but du système de réseautage, ayant pour capacité de tisser des relations d'échange entre les personnes du même corporation ou non. Ce système contribue au succès de plusieurs entrepreneurs. Suivons ensemble cet extrait réalisé par Edwige Agosso et Lazare Migan. Le réseautage aujourd'hui pour l'agriculture c'est indispensable. Indispensable au sens que d'ailleurs ça se faisait, mais ce qui se fait doit être beaucoup plus professionnalisé. Pour le sens que l'agriculture aujourd'hui a besoin de s'ouvrir pour que ceux-là qui sont dans le monde, c'est une chaîne. Quand on parle d'agriculture, ce n'est pas seulement au niveau de la production végétale, mais il y a la production végétale, la transformation qui suit, la distribution, la commercialisation. Donc, les différentes chaînes de valeur doivent pouvoir se mettre ensemble pour pouvoir donner à l'agriculture toute cette valeur-là. Donc, si par exemple vous êtes dans un réseau professionnel bien indiqué, vous avez cette chance-là de vous ouvrir au-delà de votre marché localement disponible, mais également à d'autres marchés sous-régionaux, un marché international, mais de diversifier également ceux-là qui sont vos clients, qui font la transformation de maïs par exemple. Donc c'est indispensable aujourd'hui pour ceux-là dans le secteur agricole. Et également, c'est sur le plan professionnel et le plan, je vais dire, savoir-faire. Savoir-faire en ce sens qu'on n'est pas censé tout connaître. Et aujourd'hui, avec le changement climatique, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Là où vous pensez avoir réussi, peut-être que d'autres ont mieux réussi que vous. Là où vous avez des difficultés, peut-être qu'à côté de vous, les gens ont déjà réussi. Le réseautage, si vous avez donc ces bonnes adresses, vous avez cette capacité-là à dépasser vos concurrents en exploitant correctement cette carnet d'adresses-là.
Il suffit aujourd'hui, par exemple, avec la nouvelle technologie, qui sont beaucoup plus ancrées en matière de développement de réseaux. Vous avez les réseaux sociaux, les réseaux professionnels, etc. Donc, vous avez également cette facilité aujourd'hui à trouver des solutions, s'ouvrir également aux autres son expertise. Le Burkina Faso vient de signer avec les producteurs indépendants d'énergie un mémorandum d'entente relatif à la construction de centrales solaires d'une capacité de 155 MW. Cet accord a été signé lors de la 3e édition de la Semaine des énergies et énergies renouvelables d'Afrique organisée par le pays. Selon Bachi Ismaël Ouedraogo, ministre burkinabé de l'énergie produite par ces centrales sera rachetée par la Société nationale burkinabé d'électricité sur 25 ans. La signature de ces accords est l'une des applications de la loi de la réglementation générale du secteur de l'énergie qui, depuis 2017, ouvre la réalisation et l'exploitation des centrales électriques au privé du pays. Les banques ne sont pas à l'abri des risques d'attaque du système bancaire par les cybercriminels. Une question au cœur de la rencontre entre les banques centrales des États de l'Afrique de l'Ouest et les établissements financiers. Suivons le reportage de notre confrère Abibou Mbaye de la RTS. La situation bancaire au Sénégal est en croissance continue, tant en bilan qu'en crédit alloué. Une satisfaction que la Banque centrale partage avec les établissements financiers en ce deuxième trimestre finissant de l'année. La situation du système bancaire est satisfaisante. L'activité continue à croître. Le total de bilan des banques est aujourd'hui à 7 250 milliards à fin décembre 2018. Nous avons une hausse d'environ 9,6% de l'activité bancaire évaluée au travers du total de leur bilan. En matière de crédit, les crédits sont à 4 447 milliards à fin décembre 2018, soit une hausse de 479 milliards ou 12% donc au cours de l'année 2018. Donc une situation satisfaisante, mais ça n'empêche que lorsqu'on parle de la situation du système bancaire, c'est de passer en revue les risques auxquels le système bancaire peut être confronté. Les banques ne sont pas à l'abri des risques, d'où leur capacité à riposter face à la cybercriminalité. Les systèmes d'information font l'objet d'une supervision permanente, d'une mise à niveau permanente et d'une mise à niveau technique des hommes qui sont chargés dans la banque d'y faire face. Quand on parle de cybercriminalité, les gens pensent qu'on a tué des personnes. Mais on s'est attaqué à des biens, ce qui revient au même. Parce que quand on s'attaque aux biens, on s'attaque à des personnes dépositaires de ces biens. C'est pour vous rassurer que sur la cybercriminalité, le directeur national en a parlé tout à l'heure, les banques ont des passerelles avec les éléments de la police sénégalaise spécialisés dans ce domaine pour prévenir les attaques. Le bureau d'information sur le crédit, le dispositif de soutien au financement des PME-PMI sont autant de sujets que les banquiers ont passés au peigne fin. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. Merci à vous, Nadia Soni. On retrouve Adonis Bohou sur ActuWeb tout juste après ceci. Voilà, avec Adonis, nous avons encore de nombreuses informations pour vous, mesdames et messieurs, et la plus importante est celle-ci, mais avant, on le salue. Adonis Bohou, bonsoir. Bonsoir Annie. Merci d'être avec nous. Plaisir partagé. Alors, avec vous, on partage déjà cette information qui n'est pas très heureuse. Faire 418 km à pied pour se faire recaler à un entretien d'embauche, c'est pas tous les jours. Ah ben oui. Est-ce qu'on pourra dire que c'est une poisse? Est-ce qu'on pourra dire que cela devait arriver? Nul ne sait. Assad El-Mekri voulait concrétiser son rêve, celui de travailler chez Nike. Pour passer son entretien d'embauche, il a quitté Besançon pour la région parisienne, afin de se rendre au siège de Nike qui se trouve dans la région parisienne en France. Ça fait une distance de 418 km.
à peu près l'équivalent de Cotonou-Kyougou, à pied. Pour nous, Béninois, on sait déjà que quelqu'un a déjà fait Cotonou-Parakou à pied. Ils étaient même deux à le faire, donc ce n'était pas le même but. Assad, fraîchement diplômé d'un master en communication, a estimé qu'il aimait bien leurs produits, leur état d'esprit. C'est une marque que je suis depuis toujours. Pour moi, Nike, c'est le sport, mais surtout les baskets. Et les baskets, c'est aussi la marche. C'est là que j'ai eu l'idée de postuler chez Nike en allant à pied. C'est ce qu'il avait déclaré. Arrivé là-bas, il est arrivé là-bas le 28 mars. Il a fait à peu près 2 semaines sur la route. Il a été accueilli. Il ne s'attendait même pas à cet accueil. Le DRH et le responsable communication l'ont accueilli. Mais à la fin de l'entretien d'embauche, dommage. C'était un échec. Qu'il ne fera pas partie du personnel. Hein? Ouais. On lui a proposé peut-être d'aller, tenez-vous bien, postuler à Amsterdam. Il va marcher pour y aller? Non, il ne marchera pas pour y aller. En fait, sa campagne a été beaucoup suivie sur Twitter, comme nous le voyons sur certaines des images à l'écran. Oui. À chaque fois qu'il faisait 1 kilomètre, il demandait un like. 1 kilomètre pour le booster à aller loin. C'est ça. À la fin de l'entretien d'embauche, il a confié qu'il n'avait pas encore, il a les qualificatifs pour travailler chez Nike, mais il n'y avait pas de poste libre. C'était ça. Ah, d'accord. Donc, il y avait personne. Il y avait personne qui était soit parti à la retraite, soit démissionnaire. Qu'il pourrait remplacer. Ah, voilà. D'accord. Ce n'est peut-être que partie remise. Partie remise, mais Nike n'oubliera pas toute cette marche. À moins qu'il essaye de prendre la direction Amsterdam. Tant que ce n'est pas à pied. C'est pas loin la Hollande? Tant que ce n'est pas à pied. Tant que ce n'est pas à pied, vous étiez en train de me dire dans les coulisses que plus besoin dorénavant d'éjecter son disque avec le nouveau Windows. Oui. Si vous utilisez régulièrement une clé USB 1 ou un disque USN, vous effectuez peut-être encore la manipulation éjectée de peur de perdre des données. Eh bien, depuis un moment, avec la mise à jour de Windows 10, vous n'avez plus besoin d'éjecter forcément votre clé USB ou votre disque dur avant de le retirer de votre ordinateur. On peut le retirer en toute sécurité? Oui. Parce que avec les anciens systèmes de Windows XP jusqu'à Windows 8, jusqu'à un début de Windows 10, le système écrivait chaque fois, à tout moment, des données sur la clé USB. Ce qui fait que quand vous le retirez, vous perdez des données. Mais néanmoins, avec les mises à jour de Windows 10, désormais, Microsoft va confirmer qu'une nouvelle fois qu'il n'est plus utile d'éjecter manuellement un lecteur avant de le retirer de son PC. En effet, Windows 10 est doté d'une fonctionnalité baptisée retrait rapide qui permet de retirer un lecteur à tout moment. Ouais. D'accord. Mais néanmoins, il ne faut pas, en voulant copier les données sur sa clé USB, la retirer. C'est sûr, et ça c'est l'erreur à ne surtout pas commettre, Adonis Bourou. Eh bien, la dernière information que je vous porte, c'est que le Togo présentera un plan de dédoublement de sa nationale 1 au Forum Togo Union Européenne le 13 juin. Imaginez déjà la voie qu'on a déjà pour entrer dans Lomé, une voie dédoublée, ce que ça va donner. Ce sera beau, surtout pour vous, les amoureux de la belle ville de Lomé. Estimé à 620 millions de dollars pour sa phase 2 selon les prévisions initiales, le projet de dédoublement de la nationale N1 vise à fluidifier le trafic sur le corridor Lomé-Ouaga pour rendre ce axe routier plus compétitif en réduisant le temps et le coût du parcours. Ouais. C'est sûr qu'on gagne en temps et surtout on aura peut-être un beau spectacle. Oui, une voie, j'imagine une voie, une autoroute à 6 voies. Ça veut dire 6 véhicules. 6 véhicules. Pouvant passer sans se toucher. Sans se toucher. On va y arriver. Ah. On attend aussi ce genre de voie-là ici. C'est pour bientôt, non, Adonis Bourou. Je vous sens sceptique, ne vous inquiétez pas. On l'aura bientôt, ce genre de voie aussi. On le mérite, évidemment. Tant que ce n'est pas pour marcher d'ici jusqu'à Parakou, pas de souci. Adonis Bourou, vous pouvez même marcher jusqu'à Natitengo, on vous le permet. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ActuWeb de ce soir. Et le grand rendez-vous aussi va vers sa fin, mais ce ne sera pas sans le rappel de la météo. On le fait ensemble.
Voilà, mesdames et messieurs, merci d'être restés fidèles à ce numéro du Grand Rendez-vous. Tous nos plateaux prévus et annoncés pour vous, mesdames et messieurs, on peut se tenir, sauf celui sur l'endométriose. Nous vous présentons toutes nos excuses, mais notre invité n'a pas pu nous rejoindre. Mais ce qui est sûr, vous pouvez prendre le rendez-vous très bientôt avec Yasmine Damata. Elle va nous revenir pour nous parler de comment est-ce qu'elle a pu s'en sortir avec son mal, l'endométriose. Notre instant conclusion à présent, le courage, c'est l'art d'avoir peur sans que cela ne paraisse. Le courage, c'est l'art d'avoir peur sans que cela ne paraisse. C'est une citation de Pierre Véron et elle nous a été proposée par Fulgencia Routondi que nous remercions au passage. Merci encore de toujours nous préférer. On se retrouve vendredi. En attendant, vous retrouvez Assem Gaba demain pour un autre numéro du Grand Rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir chez vous.